Merci à vous, mesdames. La transition est toute trouvée, je vous remercie, puisque nous allons écouter sur l'éthique également Céline Blouret pour une communication intitulée « Le droit, l'éthique et l'IA, un triangle vertueux ?» point d'interrogation. Alors, je te remercie, Guilhem. Je te remercie pour l'organisation de ce colloque, ainsi que Anne Fauchon, doyen de l'UFR-DSPS. La façon dont a été construit le colloque, Guilhem, tu vois, c'est un peu la convergence, j'ai envie de dire, des intelligences qui restent humaines. Eh bien, ici, me paraît tout à fait excellente, puisque vous allez voir que c'est une continuité entre l'exposé qui vient d'être fait en sciences de la communication, où je suis parfaitement incompétente, et puis un exposé qui se veut un peu plus juridique. Alors, le droit, l'éthique et l'IA, un triangle vertueux. La problématique sur les rapports du droit et de l'éthique est somme toute classique. L'introduction générale au droit est un cours magistral bien connu des bons étudiants inscrits à la faculté de droit. Et ce cours envisage classiquement la définition du droit, la délimitation avec la morale et la religion, ainsi que les rapports entretenus entre ces sources normatives. En l'occurrence, me direz-vous, il est question non de morale, mais d'éthique de l'intelligence artificielle. La mise en place de principes éthiques est en effet présentée comme l'un des objectifs principaux des politiques publiques européennes et françaises en matière d'intelligence artificielle. Cela a été souligné à maintes reprises dans cette matinée. Parmi les 3 volets de la stratégie de la Commission européenne, figure aux côtés du soutien industriel et du développement économique de l'IA, je cite, « la garantie d'un cadre approprié qui respecte les valeurs et les droits fondamentaux de l'Union, ainsi que les principes éthiques tels que la responsabilité et la transparence ». Notons que le mot « éthique » est mentionné respectivement 4 et 8 fois dans les communications de la Commission européenne, en date du 25 avril 2018 et du 8 avril 2019, adressé largement au Parlement européen, au Conseil européen, au Comité économique et social européen et au Comité de région. En comparaison, relevons que le mot « moral » n'est pas employé dans ces 2 documents stratégiques. L'usage privilégié du terme « éthique » peut s'expliquer par le fait que le mot « moral » a de nos jours une connotation péjorative. Ce phénomène linguistique traduit plus profondément une prise de distance avec l'affirmation de devoirs moraux qui s'imposent universellement. Ainsi, le rapport Villani, qui interroge le sens à donner à l'IA, consacre-t-il des développements conséquents, puisque un chapitre, en effet le chapitre 5, est consacré à cette question. Le terme d'éthique est alors cité 31 fois, celui de morale n'est visé qu'une seule fois, afin de, il convient de le noter, que dans le cadre de la formation des ingénieurs et chercheurs en IA, l'éthique n'est pas réductible à une morale ou une doctrine particulière qu'il s'agit d'imposer aux étudiants pour en faire de bonnes personnes. Exit donc Madame la morale qui s'impose et prétend œuvrer pour la bonté, telle est la question. Plus sérieusement, la morale doit-elle être d'emblée écartée de toute réflexion ayant pour objet l'édification d'un cadre juridique et éthique garantissant, selon les vœux de la Commission européenne, une IA digne de confiance? La réponse devrait, en toute rigueur, en toute syllogisme juridique, en toute logique syllogistique, être affirmative, si l'éthique se distinguait assurément et nettement de la morale. Or, tel n'est pas le cas. En premier lieu, petit rappel, étymologiquement, ces 2 mots sont équivalents. Éthique vient du latin ethicus, ethica, emprunté du grec ethikos, éthiquer, de ethos, mœurs. L'éthique désigne la science de la morale. En deuxième lieu, sans prétendre embrasser ni même maîtriser les différentes conceptions philosophiques de l'éthique, il convient néanmoins d'indiquer que les 2 notions sont employées de manière équivalente ou différenciée par les philosophes. Parée de ces incertitudes, la morale et l'éthique posent difficulté pour les situer par rapport au droit. En troisième lieu,
il est à noter que les avancées scientifiques ont toujours suscité des questionnements à la croisée des disciplines. Alors, l'intelligence artificielle désigne les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Nonobstant la difficulté à anticiper l'ampleur future de ce phénomène, l'IA soulève dès à présent des interrogations sur l'homme, son caractère unique, sa primauté par rapport aux choses, en bref, sa dignité. L'IA questionne également les notions de responsabilité, d'altérité, de faiblesse, de vérité, d'équité, et questionne en définitive l'homme lui-même. Qu'est-ce que l'homme ? L'intelligence n'est-il pas le propre de l'homme qui agit en conscience, tendu vers la recherche du bonheur et de la vérité ? Or, selon les termes mêmes du Parlement européen, je cite, « L'utilisation de l'IA à elle seule ne garantit pas la vérité ou l'équité. » Sans perdre de vue ce questionnement ontologique, il est important d'essayer d'analyser les ressorts principaux des discours politiques européens et français en cours de construction sur les principes juridiques et les principes éthiques. Quelle est en effet l'éthique ainsi visée ? Quelle est la source ou quelles sont les sources de ces éthiques ? La volonté politique ? La raison ? La recherche d'une vérité transcendante qui peut être, chez les uns ou chez les autres, le bonheur, la vérité, l'équité, la paix, l'amour, Dieu. Quels critères de distinction avec les principes juridiques ? Quelle finalité distincte entre ces deux sources à visée normative ? Comment assurer l'application des principes éthiques ? Par des autorités éducatives ? Par des autorités de contrôle ? Par des autorités publiques ? Des autorités privées ? Par les entreprises ? Par des experts ? Sont-ce les éthiciens dont parle le rapport Villani ? Autant de questions qui interrogent la méthode, la rigueur, la pertinence, voire l'authenticité de la démarche des politiques européennes et françaises dans la construction d'un IA présenté comme tourné vers la personne humaine. Dans une acception littéraire, cette orientation politique semble a priori vertueuse pour répondre de manière intermédiaire à la question posée. Elle est vertueuse car elle est, et je cite là des expressions citées dans les actes non contraignants des institutions européennes, elle est vertueuse car centrée sur l'homme, tournée vers le bien-être et le bien commun. Le caractère vertueux de la démarche triangulaire d'un IA encadré par le droit et l'éthique pourrait également être envisagé du point de vue de la philosophie et de la théologie, les vertus cardinales et théologales intéressant directement l'éthique. L'analyse non plus de la présentation politique des principes éthiques, mais de leur contenu, conduira également à s'interroger sur la signification des concepts proposés, leur portée, et à en souligner les incertitudes. Alors pour la présente contribution orale, j'ai principalement travaillé à partir des communications précitées de la Commission européenne, du rapport Villani, de la résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique. Et concernant l'énonciation de principes éthiques, je me suis référée au rapport établi en avril 2019, qui a été évoqué tout à l'heure, par un groupe d'experts indépendants de haut niveau sur l'intelligence artificielle constitué par la Commission européenne en juin 2018. C'est donc à partir de ces actes non contraignants des institutions européennes et françaises et d'experts indépendants qu'il conviendra d'analyser dans un premier temps la présentation politique des principes éthiques et juridiques de l'IA, puis dans un second temps le contenu des principes éthiques appliqués à l'IA. Alors, les lignes directrices donc, du groupe d'experts indépendants se réfèrent explicitement à l'éthique appliquée. À ce premier élément constitutif du discours politico-juridique, on pourrait dire, s'ajoute un second sur la complémentarité de l'éthique et du droit. Aussi convient-il dans un premier temps de comprendre la signification de l'éthique appliquée, puis dans un second temps d'étudier la complémentarité de l'éthique et du droit. L'éthique en matière d'IA est un sous-domaine de l'éthique appliquée qui est axé sur les questions d'ordre éthique soulevées par la mise au point, le déploiement et l'utilisation de l'IA. Sa préoccupation centrale consiste à déterminer la manière dont l'IA peut soulever des préoccupations
relatives au bien-être des individus ou y apporter des solutions, que ce soit du point de vue de la qualité de vie ou de l'autonomie humaine et de la liberté nécessaire pour une société démocratique. C'est en ces termes que le groupe d'experts indépendants présente l'éthique appliquée à l'IA dans un chapitre intitulé « Fondement d'une IA digne de confiance ». Il y a également un glossaire qui explique les définitions de l'éthique, j'ai envie de dire leur définition de l'éthique, leur définition de la morale et leur définition de l'IA éthique. Du point de vue de la méthode, ce groupe d'experts inscrit l'IA digne de confiance, qui est donc l'objectif affiché de la Commission européenne, l'objectif politique, qui est d'ailleurs soutenu également par le Parlement européen. Donc ce groupe d'experts inscrit sa démarche en lien avec la philosophie. Il souligne en effet l'éthique est une discipline qui est un sous-champ de la philosophie, et que l'IA éthique désigne la mise au point, le déploiement et l'utilisation d'une IA qui garantit une conformité avec les normes éthiques. Il est encore précisé que l'IA éthique est le deuxième des 3 éléments essentiels pour parvenir à une IA digne de confiance. Anne en a parlé tout à l'heure. Le premier tenant au caractère licite de l'IA, le troisième à sa robustesse. Bon, si on saisit bien la démarche entreprise, 3 dimensions sont envisagées dans la construction d'un cadre approprié de l'IA, juridique, philosophique et technologique. Bon. Il est regrettable que, concernant l'éthique, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, aucune source bibliographique n'ait été précisée, ni dans le rapport, ni d'ailleurs dans les autres actes non contraignants. Alors même que l'Union européenne et la France connaissent une longue tradition en philosophie morale, aucun lien n'a été établi substantiellement avec cette discipline, ni même, on le verra, dans la terminologie qui est employée pour désigner les principes éthiques. Dans le même sens critique, il importe d'apprécier la présentation politique qui est faite de la complémentarité des principes éthiques et juridiques. L'édiction d'un cadre juridique et éthique est une idée communément et largement partagée par toutes ces institutions, comme si le binôme droit et moral s'imposait avec évidence en matière d'IA. Je crois que leur raisonnement peut être présenté en 2 temps. Premièrement, il est communément souligné que les valeurs et droits fondamentaux constituent la base d'une IA éthique. Certes, il est cohérent en effet de se référer à des valeurs telles que, et cela a été mentionné tout à l'heure, celles mentionnées dans l'article 2 et 3 du traité sur l'UE et dans la charte des droits fondamentaux, pour asseoir l'existence d'une éthique de l'IA. Pour autant, ce raisonnement, me semble-t-il, cette première partie du raisonnement, revient à affirmer que le droit est irrigué par des valeurs morales et éthiques, ce qui en soi ne constitue pas une nouveauté. En revanche, est-il pertinent de vouloir dégager des principes éthiques déjà pris en compte par le droit ? Alors, le rapport des experts indépendants que j'évoquais tout à l'heure apporte une réponse intéressante à cette question. Je lis, « Même lorsque la conformité avec les droits fondamentaux opposables a été atteinte, une réflexion éthique peut nous aider à comprendre de quelle manière la mise au point, le déploiement et l'utilisation de l'IA peuvent mettre en jeu les droits fondamentaux et leurs valeurs sous-jacentes et peuvent contribuer à des orientations plus précises lorsqu'il s'agit de déterminer ce que nous devrions faire plutôt que ce que nous pouvons faire actuellement à l'aide de technologies. » Alors, l'analyse exprime, semble-t-il, l'idée que si l'éthique, par le prisme des valeurs portées, sous-tend déjà des principes juridiques, il importe néanmoins de dégager des principes éthiques autonomes qui permettent de dépasser le cadre formel de la loi et mener une réflexion prospective, souple, pragmatique sur la conception, l'utilisation des nouvelles technologies ayant recours à l'IA. L'idée est séduisante. Toutefois, il est important de mener cette réflexion en s'interrogeant sur la finalité de ces principes éthiques. En effet, une chose est de poser des principes éthiques centrés sur l'humain afin de discerner au cas par cas ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait, s'agissant de la conception de l'utilisation de l'IA. Une autre est d'établir des principes éthiques dans le but d'obliger les personnes concernées à justifier qu'elles ont engagé une démarche de conformité par rapport à des normes éthiques. En effet, dans le second cas, les règles éthiques
s'inscrivent dans un système de régulation suivant une démarche de compliance que le droit de la régulation connaît bien. Les principes éthiques, me semble-t-il, sont alors dilués dans un système de droit, un système de droit qu'on qualifie de mou, mais quoi qu'il en soit, on retombe alors dans l'hypothèse précitée où le droit est irrigué par la morale. Les principes dits éthiques sont alors, j'ai envie de dire de manière implicite, ont glissé, sont devenus juridiques, même si c'est du droit mou. Bien évidemment, cette réflexion sur les fonctions respectives des principes éthiques mériterait d'être davantage approfondie, ce que j'essaierai de faire dans la version écrite. Alors, des interrogations analogues se posent à propos non seulement de la finalité et de l'autonomie des principes éthiques, mais également de leur contenu. Le rapport évoqué s'inspire d'ailleurs d'autres conclusions du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, et il présente 4 principes éthiques. Pour la présente contribution, il conviendra, après avoir présenté ces impératifs éthiques, de formuler un certain nombre d'observations critiques sur les limites de l'éthique appliquée. Alors, 4 principes sont énoncés: le respect de l'autonomie humaine, la prévention de toute atteinte, l'équité, l'explicabilité. Ces impératifs éthiques sont, suivant le rapport, déjà reflétés dans les exigences juridiques contraignantes dont la mise en œuvre est obligatoire. Et le rapport d'ajouter, comme indiqué plus haut, même si de nombreuses obligations juridiques reflètent des principes éthiques, l'adhésion à des principes éthiques dépasse le respect formel de la législation existante. On l'a déjà entendu tout à l'heure, donc je dis certes, mais c'est insuffisamment précis. On ne reviendra pas sur ce point. En revanche, il est intéressant de s'arrêter sur la terminologie employée pour désigner les 4 impératifs éthiques. Autant le terme d'équité occupe une place prépondérante dans la culture juridique et philosophique, autant le choix des expressions d'autonomie humaine, de prévention de toute atteinte et d'explicabilité apparaissent discutables. Prenons des exemples. À propos de l'autonomie humaine, premier impératif éthique de l'IA, je lis « Les êtres humains qui interagissent avec des systèmes d'IA doivent être en mesure de conserver leur autodétermination totale et effective et de prendre part au processus démocratique. » Je poursuis la lecture, cette fois-ci à propos du deuxième impératif éthique, la prévention de toute atteinte. Les systèmes d'IA ne devraient ni porter atteinte, ni aggraver toute atteinte portée, ni nuire aux êtres humains d'une quelconque autre manière. Cela englobe la protection de la dignité humaine ainsi que celle de l'intégrité mentale et physique. Alors, pour ces 2 exemples précis, n'eût-il pas été plus sage de se référer à des notions philosophiques éprouvées par le temps et la pensée humaine, telles que la dignité de l'homme, son caractère unique, sa liberté de conscience? Quant au 4e impératif éthique d'explicabilité qui signifie, je cite, que les processus doivent être transparents, que les capacités et la finalité des systèmes d'IA doivent être communiquées ouvertement et que les décisions, dans la mesure du possible, doivent pouvoir être expliquées aux personnes directement et indirectement concernées. Il me semble qu'en philosophie morale, il serait question d'honnêteté et en droit de bonne foi et de loyauté. Au-delà de ces observations qui ne sont pas des chicaneries, il convient de revenir à l'objectif politique de l'UE, de poser un cadre éthique et juridique approprié pour un IA digne de confiance. En supposant que cet objectif soit pertinent ou réalisable, il convient que les principes éthiques visés soient précisés quant à leur source, ce qui n'est pas le cas, quant à leur définition conceptuelle, ce qui n'est pas le cas, quant à leur champ d'application, ce qui n'est pas le cas, autant d'éléments qui participent de la rigueur d'un raisonnement intellectuel indispensable à l'établissement de principes, qu'ils soient éthiques, qu'ils soient juridiques ou qu'ils soient tout autre. Les incertitudes évoquées interrogent, semble-t-il, la signification même du mot éthique appliqué à l'IA. J'en ai bientôt fini. Si l'éthique appliquée entendait initialement s'émanciper de la longue logique prétendument binaire et impérative de la morale et trouvée à s'appliquer dans divers secteurs d'activité et de métier, elle est rapidement devenue dans diverses organisations humaines, à commencer par les entreprises, un processus de délibération et de décision. Particulièrement adapté à des questions complexes et globales, comme celles soulevées par l'IA,
Elle occupe aujourd'hui une place qui interroge le juriste et peut-être aussi le philosophe, dès lors qu'elle est supposée permettre l'insertion dans un cadre légal de principes éthiques aux côtés de principes juridiques. Or, il me semble que les caractéristiques de généralité et d'abstraction d'un principe et le sens même à donner au concept d'éthique font ici défaut, ce qui est risqué à mon sens. Aussi doit-on en conclure que les impératifs éthiques, que sont l'autonomie humaine, la prévention de toute atteinte, l'équité et l'explicabilité, ne sauraient être qualifiés ni de principe ni d'éthique. Dans ces circonstances, il est difficile d'affirmer que le droit, l'éthique et l'IA forment un triangle vertueux. L'éthique appliquée à l'IA apparaît en définitive, mais peut-être que ça n'est qu'une conclusion intermédiaire, comme une auberge espagnole, suivant l'expression du professeur Frison-Roche à propos de la compliance. L'éthique appliquée à l'IA est à la morale ce que la compliance est au droit. Ma conclusion était peut-être un peu sévère, mais il s'agit là d'une expression qui sonne un peu comme une obligation morale de sauver l'humanité sans que les pouvoirs publics aient la volonté d'en assurer l'autorité. Voilà, j'en ai fini. Merci à nos 3 intervenantes. La parole est à la salle pour les questions qu'elle ne manquera pas d'avoir. Tout le monde est convaincu par nos 3 intervenantes. Alors, il y a un volontaire. Quand personne ne veut, je suis toujours là pour poser des questions. Alors c'est justement sur la démarche éthique, et puis ça, comme ça, c'était la question aussi que je voulais poser à Anne ce matin. On voit que les Européens sont quand même très marqués par cette démarche de faire attention à ce que l'intelligence artificielle respecte des valeurs. Alors après, il faut voir comment on les appelle. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu les seuls à le faire quand on voit que les Chinois et les Américains investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils se posent ces mêmes limites? Et sinon, comment nous, on va se positionner par rapport à ça? Alors la question est pour qui veut, entre derrière moi, devant moi. Je crois que je n'ai pas de compétences particulières pour répondre sur cette question-là. Je crois que c'est plutôt de l'ordre de la conviction personnelle, ta question. Moi, de ce point de vue, je suis très européenne. Donc je crois qu'en effet, il est important de placer l'éthique au centre de cette question de l'IA, comme c'est le cas, on l'a dit ce matin, à propos de n'importe quelle innovation technologique qui va transformer les rapports humains. Mais en moi, le sens de mon propos était de dire que ce qui me paraît compliqué, c'est de prétendre vouloir en faire des principes. D'accord ? Et des principes qui sont enfermés dans un cadre à côté de principes juridiques. Voilà. Je crois que là-dessus, il y a, pour l'instant en tout cas, un gros travail à faire de la part des institutions européennes et françaises, parce qu'on le sait, lorsqu'on est, je crois, juriste, établir des principes, c'est quelque chose qui exige quand même de la précision et une certaine rigueur. Et que si finalement on commence à légiférer de manière incertaine sur de l'éthique, sans définir ce que c'est, eh bien je crois que tout risque de partir à volo. Voilà, c'était plutôt le sens de mon expression, de mon propos, et je laisse la parole au professeur Anne Camilleri. Je n'avais pas spécialement envie de la prendre. Merci. D'abord, merci pour ce retour au droit privé, pour moi, qui est un grand moment de bonheur. Ça me rappelle mes études à Assas, sur le droit et la morale. Peut-être que je ne suis pas tout à fait en phase avec ce que tu as écrit, ce que tu as dit, pardon, excuse-moi, parce que je refuse le débat sur la morale. Le droit et la morale, c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes bases. On est sur une approche démocratique, pluraliste, juridique, mais
Oui, bien sûr. Oui, non, mais par rapport à l'approche sur l'intelligence artificielle et dans la construction européenne, parce que tu évoquais les règles de la construction européenne, je crois que le message qu'a voulu faire passer les communications, enfin le socle de soft law que tu as évoqué pour mettre à mal la position européenne, sur les bases éthiques, je te rejoins. Mais sur le fond, c'est extrêmement délicat de trouver un socle commun sur les questions éthico-juridiques des nouvelles technologies. C'est vraiment... on n'a pas la même base de connaissances d'histoire sur la protection des droits fondamentaux. Nous, c'est 1789. Les pays d'Europe centrale et orientale, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on n'a pas les mêmes enjeux éthiques. Et je crois que, pour me faire l'avocate de l'Union européenne, que tu as particulièrement mise à mal dans la démarche éthique, ce que je peux entendre sans souci, je ne suis pas du tout en opposition sur ça, je crois qu'il y avait dans les textes que tu as évoqués, qui étaient des textes de la soft law essentiellement, une volonté de chercher le plus petit dénominateur commun pour fédérer l'ensemble des États dans le cadre de la construction européenne, qui était mon sujet. C'est pour ça que j'ai surtout mis l'axe là-dessus et que j'ai pas trop développé. Et je crois, là où on se rejoint très facilement, c'est que les règles éthiques qui ont été souvent, que j'ai citées moi-même tout à l'heure, sont des règles juridiques pour l'essentiel d'entre elles. Et il y a juste quelque chose qui nous met peut-être en délicatesse en tant que Français, mais encore, ça se discute largement, c'est cette notion d'explicabilité qui, moi, me rappelle en tant que bonne publiciste le principe de transparence. Donc, il n'y a pas besoin de chercher des mots. Mais je crois que ça relève aussi, si vous voulez, le terme de transparence pour certains pays, c'est encore quelque chose de très nouveau. Donc, on n'a pas osé imposer le principe de transparence, qui est un grand principe de droit de l'Union européenne, dans les débats, et que ce terme d'explicabilité permettait d'avoir une certaine convergence des points de vue sur les derniers pays entrants de l'Union européenne. Je pense que c'est cela. Maintenant, là où peut-être il y a une divergence de point de vue sur le ressort, la morale est vraiment en dehors du droit de l'Union européenne dans les sujets et sur les thématiques évoquées par la Commission européenne. Ça ne relève pas du champ d'application des compétences. C'est pour ça que je me suis positionnée sur les valeurs reconnues par les traités, qui sont en fait des valeurs qui sont juridicisées. Eh bien oui, mais c'était là le sens de mon propos. Dans ce cas-là, je pense qu'il est plus explicite d'indiquer qu'on va ériger ou faire évoluer des principes juridiques qui vont être irrigués par des valeurs, mais qu'on ne prétende pas, c'était vraiment le sens de mon propos, et qu'on laisse en dehors la question de l'éthique et la morale qui, au final, relève de la conscience de chacun. Donc je pense que là, c'est là où et pour moi, quand même, ce positionnement est risqué. C'est aussi parce que les principaux auteurs des textes européens sont des scientifiques. Et tu sais très bien que les scientifiques des sciences dures ne connaissent strictement rien au droit et donc sont plus à l'aise sur des valeurs éthico-morales. C'est pour ça qu'on a cette ambiguïté dans l'état actuel de la construction européenne. Mm-hmm. On n'a pas encore une vraie pluridisciplinarité de la question. C'est pour ça que les mots sont, pour nous, inadéquats. Oui, Anne et Céline, excusez-moi, je vais vous inviter à prolonger le débat tout à l'heure. Est-ce que nos collègues de communication veulent répondre, peut-être ? Je voudrais répondre à la question du modèle, c'est-à-dire la construction d'un modèle européen. En fait, nous, on a vraiment entendu des acteurs comme Henri Verdier, notamment dans le cadre de la Nuit du droit, qui explique en fait qu'il peut y avoir la construction d'un modèle européen. C'est tout le sens de la politique du président de la République, Emmanuel Macron, que de participer à cette construction, que la France ait un poids dans cette construction du modèle européen et que le modèle européen soit un contrepoids du modèle états-unien ou du modèle chinois. Donc ça, c'est ce que nous, on a entendu très clairement. Et d'ailleurs, en fait, le succès ce qui est dit, le succès du règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, fait que en fait, les acteurs sont portés par justement ce succès-là pour continuer dans cette voie-là.
Par ailleurs, le modèle états-unien, il est un petit peu en train de se modifier, hein, parce que justement, il y a des acteurs comme Mark Zuckerberg aujourd'hui qui sont demandeurs, en fait, Pardon ? Oui, excusez-moi. Enfin, ils disent qu'ils sont demandeurs. Après, maintenant, sur ce qu'ils vont mettre en place... Ils appellent du coup la régulation ouverte. Voilà, ils appellent ça... Mais à ce moment-là, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les valeurs de l'Europe, et c'est parce que vous avez annoncé, c'est exactement, en fait, ils s'inscrivent là-dedans. Parce qu'en fait, c'est tellement, quelque chose qui leur est profitable. Le RGPD est extrêmement profitable aux GAFAM. Il vient nourrir, en fait, toute leur dispositif informatisé. Ils sont pas, enfin, le RGPD n'a pas réduit le flux de données. On en donne beaucoup plus aujourd'hui en acceptant que ce qu'on en donnait hier, quand en fait il n'y avait pas ce cadre-là. Moi, ce que j'ai bien entendu, d'ailleurs le prisme, c'est amusant de votre discipline. Moi, je le rejoins en tout cas comme conviction d'un point de vue juridique. Il faut faire attention, vous avez, je crois, c'était les termes, il faut faire attention à ce que l'éthique ne devienne pas un mécanisme de pouvoir. Tu vois, une chose est de dégager des vrais principes éthiques, une autre est de dire on va faire une IA digne de confiance pour être dominant sur un marché donné. Mais excusez-moi, mais ça, c'est plus de l'éthique. Appelons un chat un chat. Non mais, et c'est pour ça que je disais à Christine, je suis contente qu'on ait parlé de motifs, parce qu'en fait, on ne parle pas de valeurs. On dit comment, en fait, il y a une construction autour de ces termes qui vont, en fait, être portés comme des valeurs, mais qui, en fait, servent surtout les conditions de l'action de l'ensemble des acteurs, et notamment des acteurs économiques. Et en France, comme en Europe, on travaille avec les acteurs américains. On n'est pas contre eux. Et ça fait bien longtemps que l'Europe n'est pas contre les acteurs américains. Oui, enfin, dans quelques discours, mais... Alors, je vais donner la parole à monsieur qui avait une question pour le professeur Younes Benani pour sa communication du début de matinée. Merci, bonjour. Moi, ma question, c'était dans le sens du traitement des données par l'intelligence artificielle. Ma question est la suivante. Je voulais savoir est-ce qu'il existe des mécanismes qui sont mis en place pour le choix des données qui nourrissent ces algorithmes. Je n'ai pas bien suivi la question. Je disais, est-ce qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer ou réguler les algorithmes, les données qui sont utilisées par les algorithmes? Parce que c'est dans le sens où vous disiez qu'aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus qu'il y a des biais dans les algorithmes et que ces biais ils sont occasionnés par des données qui ne sont pas bien choisies. Ces systèmes qui apprennent à partir des données, si on les laisse pomper en quelque sorte les données directement sur le net, là il n'y a pas trop de contrôle. Par contre, si ces systèmes ils sont conçus dans un laboratoire ou dans un service de développement, là on fait en quelque sorte un nettoyage des données et une sélection de données. Mais ça ne résout pas le problème de l'information qui est cachée dans les données. Donc on peut présenter un système d'apprentissage des données propres, soi-disant propres, nettoyées de tous les bruits et bien sélectionnées. Mais le rôle de ce type de système, c'est de découvrir des connaissances et des informations cachées dans les données. Donc ça, c'est difficilement contrôlable parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. On va les découvrir à travers ce type de système. Donc il y a pas trop de contrôle. Il y a des domaines aussi où il y a un manque de données. Et ce manque de données peut entraîner un biais aussi. Parce que ça veut dire que le système conçu pour résoudre un problème n'a pas assez d'informations, donc il est capable de donner des réponses biaisées et à côté complètement de la plaque. Donc c'est très difficile ce problème de données. Il y a beaucoup de données, mais en général, ces systèmes apprennent à partir de masses de données, mais on n'a pas vraiment, c'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Et sur le net, on trouve beaucoup plus de mauvaises données ou de données non pertinentes que de données pertinentes. Il y en a beaucoup plus c'est un bruit qui introduit dans la conception de ces systèmes un défaut qui pourrait être déjà caché dès la conception.
Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est on souhaite vraiment développer des systèmes proches des êtres humains, c'est plutôt développer des systèmes capables d'apprendre avec très peu de données. Un être humain n'a pas besoin d'une masse de données pour apprendre à reconnaître un chat, par exemple. Une photo suffit, ou une ou deux, ça suffit, et on apprend qu'il s'agit d'un chat. Un système artificiel a besoin de plusieurs milliers d'exemples dans différentes positions pour pouvoir arriver à une bonne réponse. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ainsi s'achève la première partie de cette journée de colloque. On peut féliciter nos intervenants, effectivement, les applaudir. Merci à vous tous également pour votre présence. On compte sur vous pour la reprise des travaux prévue à 14h15. À tout à l'heure. Bon appétit.